Donc bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va évoquer, et vous allez tout savoir à l'issue de ce webinaire sur le rafraîchissement adiabatique. Juste en introduction, je vous rappelle les bons usages des outils de visio, c'est-à-dire merci de couper vos micros, évitez la vidéo dans le sens où ça risque de laguer pour un certain nombre d'entre vous. Donc voilà, c'est des précautions qu'on demande. Pour les inquiets concernant en fait les supports, les films, normalement cette vidéo, enfin ce webinaire est enregistré et on le mettra bien entendu sur le site de la ICVF d'ici à peu près 3 semaines avec les supports. Voilà, vous disposerez de cela en libre accès pour les adhérents à ICVF. Pour les autres, on les invite à adhérer. Il y a des bulletins sur le site internet également à icvf.org. Donc n'hésitez pas, on fait des belles choses et venez nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Voilà. Puis on est une équipe aussi dynamique. Pour ceux qui ne connaissent pas la ICVF, éventuellement Nat, tu peux voilà. Ceux qui ne connaissent pas la ICVF, alors je vous rassure tout de suite, la photo du bas, ce n'est pas une réunion des membres du bureau de la ICVF Île-de-France, mais c'est plutôt justement parce qu'on est amené à traiter un certain nombre d'enjeux, notamment sur le chauffage, la ventilation, les conditionnements d'air, le froid et la régulation. Et tout ce qui est en fait confort d'été est un élément clé, à la fois à l'échelle du bâtiment comme à l'échelle en fait de la ville, à travers aussi des enjeux d'îlots de chaleur. Voilà, donc nos missions sont tournées sur, en effet, une partie sur la CVC, mais également sur la partie également environnementale et sur les enjeux autour des quartiers et des territoires. Voilà, tout ça pour assurer en fait une santé confort des occupants dans le bâtiment. Du coup, le webinaire est co-brandé en fait cette fois-ci avec l'agence qualité construction en la personne de Julien Thomas. Alors, je ne sais pas si les gens autour de nous connaissent l'agence qualité construction. Je pense que oui, parce que il y a pas mal de choses qui sont éditées. Julien, éventuellement, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'agence? Oui, merci Philippe. Bonjour à tous. Donc Julien Thomas. Donc effectivement, l'agence qualité construction est une association d'intérêt général. On a une mission assez simple, qui est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la construction. Donc historiquement, voilà, on a des activités autour de l'observation, de la sinistralité, de ce qu'on appelle la pathologie dans le bâtiment, conduit un certain nombre d'actions de prévention, bien sûr autour de ces enjeux de prévention de la qualité. Et puis, en marge, je dirais, de ces activités historiques, on est amené, à la demande des pouvoirs publics, mais aussi à la demande des représentants de la filière bâtiment, de coordonner, de gérer des grands programmes d'accompagnement de la filière, dont le programme Profil, où je vous en dirai quelques mots, peut-être d'ailleurs tout de suite, autour principalement des enjeux environnementaux. Donc, sur le programme Profil, dans lequel s'inscrit le guide qui va vous être présenté aujourd'hui sur les solutions adiabatiques dans la rénovation des bâtiments tertiaires. Donc, ce programme Profil est une initiative collective de la filière bâtiment. Donc, c'est un programme qui a été lancé au printemps 2019, donc ça fait un peu plus de 2 ans, qui se termine à la fin de l'année 2021, qui rassemble 16 organisations professionnelles, 5 financeurs et 2 porteurs. Donc concrètement, c'est un programme qui est positionné sur l'enjeu de la rénovation énergétique. On travaille plus spécifiquement sur deux enjeux par rapport à ce marché de la rénovation énergétique. Donc travailler sur le volume et la qualité des rénovations, donc outiller les professionnels pour venir favoriser le déclenchement d'œuvres de rénovation et travailler sur la sécurisation de la qualité des travaux de rénovation, donc garantir l'atteinte des performances énergétiques recherchées lorsque des travaux de rénovation sont engagés. Donc 9 projets composent ce programme. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'il me faudrait à minima les 2 heures de ce webinaire, enfin en tout cas l'heure et demie prévue. La production dans laquelle s'inscrit le guide qui va vous être présenté
est issu d'un des 9 projets, hein, le projet Bonne Pratique, qui lui s'inscrit vraiment dans une continuité de productions qui ont pu être élaborées de manière collective par la filière bâtiment dans le cadre de précédents programmes. J'espère vous connaissez. Donc, c'est les collections des outils pratiques RAGE, PACT, avec donc un certain nombre de recommandations professionnelles, de guides pratiques, de calepins de chantier. Et donc, dans le cadre de ce projet Bonne Pratique, donc, il y a 14 nouveaux outils qui vont être mis à disposition pour certains dans les prochains jours, les prochaines semaines, et dont ce guide sur les solutions adiabatiques. Donc, je peux que vous inviter hein, à vous rendre sur le site internet du programme Profil pour découvrir hein, l'actualité de ce programme qui, une fois encore, hein, va être très très riche dans les semaines et les mois qui viennent, parce qu'on est vraiment dans une phase maintenant de livraison de l'ensemble des travaux collectifs hein, qui ont pu être menés depuis 2 ans. Donc, vous retrouverez un certain nombre de ressources hein, déjà disponibles. Et très prochainement, le guide qui va vous être présenté tout de suite. Merci Julien. Et en effet, je ne peux qu'insister sur le fait que ces outils sont extrêmement intéressants et j'invite à tous à aller rejoindre ce programme Profil, également dont le successeur était le programme RAGE. Donc, tapez programme RAGE, programme Profil, vous allez retrouver des documents extrêmement intéressants pour les professionnels que nous sommes. Ensuite, Gérard Gagé, alors je ne sais pas s'il faut présenter Gérard Gagé parce que c'est l'expert de la ventilation adiabatique en France. Les publications que vous allez trouver sont issues, entre autres, de l'expérience de Gérard. Gérard, si tu peux te présenter également en quelques mots. Oui, merci de mettre un peu la pression, là, du coup. J'essaie de ne pas dire de bêtises pendant cette présentation. Donc, oui, alors déjà, donc Adexi, hein, moi je suis responsable de la partie Adexi, la partie rafraîchissement adiabatique au sein du groupe Adexi qui appartient à Soprema. Donc Soprema déjà connu pour l'étanchéité, mais aussi pour beaucoup de solutions de performance du bâtiment, hein, notamment des isolants biosourcés. Et Adexi, c'est la partie à la base désenfumage et ventilation naturelle. Et depuis, pas mal de solutions qui sont venues se greffer, dont l'adiabatique, hein, pour pouvoir vraiment rafraîchir l'air, mais également des solutions de lumière naturelle, d'ombrage. Et donc, on essaie de participer à travers ces solutions à la performance du bâtiment. Sinon, moi, je viens plutôt du monde de la clim traditionnelle à la base. Hein, donc, j'en ai fait à peu près une dizaine d'années, mais ces 20 dernières années, je les ai consacrées donc à ces technologies adiabatiques qui m'a intéressé. Et bon, j'ai vu petit à petit toutes les possibilités qu'on avait. J'ai créé aussi une entreprise, Coolea, qui a développé un certain nombre de produits pour justement permettre à cette technologie d'être mieux acceptée, plus facilement, on va dire, utilisée dans différents types de bâtiments. Et donc, ça fait partie des choses qu'on va voir aujourd'hui un petit peu dans le détail. Voilà, donc merci à vous tous en tout cas de rejoindre ce webinaire. Merci Gérard. Et puis ensuite Nathalie en effet que l'on ne présente plus, qui a été pilote aujourd'hui, qui a été pilote du guide hein, en question. Donc Nathalie, je te laisse la parole. Oui, bonjour, moi je suis Nathalie Chang, je dirige le bureau d'études Tribu Énergie. Mais en fait, je voulais profiter de cette introduction pour quand même remercier déjà l'AQC d'avoir accepté la réalisation de ce guide parce qu'en fait, dans la littérature, il y avait très très peu de choses et il y avait un véritable besoin. Je voulais remercier aussi l'AICVA de m'avoir confié quand même le pilotage donc de ce guide et puis vraiment Gérard parce que qui a été d'un précieux soutien pour justement mieux appréhender toutes ces questions sur la diabétique. Parce qu'il y avait quand même un vrai besoin. On avait énormément de questionnements sur cette technologie et c'est vrai que je pense que ce guide permet d'y voir beaucoup plus clair parce que finalement, il n'y a pas qu'une techno, comme vous allez voir, il y en a plein. Donc, il faut s'y retrouver, il faut trouver celle qui est la plus adaptée au projet.
Alors, en effet, en fait, sur le guide, pour répondre un petit peu à d'ailleurs une interpellation que j'ai eue sur le post de LinkedIn, rien de nouveau par rapport à la diabétique. Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est la diabétique et après voir un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, la diabétique est à la fois une approche qui est ancestrale, alors qu'elle peut être aussi innovante dans nos technologies de ventilation et de rafraîchissement. Nathalie? Eh bien, tout à fait. C'est justement le déroulé qu'on va vous présenter ce matin, qui s'est inspiré beaucoup du guide, mais dans lequel on a rajouté quelques petites choses qui vont vous permettre de comprendre le sujet. Bon, déjà, effectivement, ce guide, c'est un guide illustré qui va être d'ailleurs utile à l'ensemble de la profession, et l'objectif, c'est d'appréhender les avantages et les inconvénients du rafraîchissement diabétique. Alors, en rénovation, puisque les programmes AQC de profil, en fait, sont axés sur le sujet de la rénovation. Alors, ça peut effectivement, les grands principes peuvent s'appliquer aussi aux bâtiments neufs, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la diabétique peut être une solution particulièrement intéressante en rénovation, où il n'est pas possible, après coup, d'installer la clim quand il y a des problèmes de confort d'été. Et l'objectif du guide, c'est aussi d'apporter du retour d'expérience et toutes les précautions, un peu dans la lignée du programme RAGE, pour éviter d'avoir des contre-références. Donc là, c'est peut-être plus Julien. Donc là, la publication est prévue, tu as dit, le 15 juin 2021. Oui, on avait espoir de pouvoir effectivement vous le mettre à disposition pour ce webinaire. Donc le guide, je vous confirme qu'il est finalisé dans son contenu. Pour autant, on est toujours dans des enjeux de calage de la composition éditoriale, avec quelques petits soucis qu'il faut qu'on règle dans les prochains jours. Par sécurité, j'ai mis le 15 juin de 2021. Pour autant, je pense que vraiment très prochainement, on sera en capacité d'envoyer à tous les participants un lien pour venir télécharger ce guide. Et donc, on le mettra à disposition, bien sûr, sur le site du programme Profil, mais il viendra également enrichir le catalogue des outils pratiques disponibles aussi sur le site Pacte, qui aujourd'hui met à disposition l'ensemble des référentiels, guides, produits dans les précédents programmes importés par la filière, que sont les programmes RAGE et Pacte. Voilà. Donc, merci Julien. Donc, la publication est imminente. Après, c'est les petits calages de dernière minute. Donc, en fait, dans ce guide, ce que vous trouverez, c'est un sommaire qui va être axé, bien sûr, avec l'introduction, avec le contexte et les enjeux, les principes du rafraîchissement diabétique, les différentes technologies, directes, indirectes, les deux, le sujet des réglementations et de la diabétique, qui est un grand sujet quand même. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, la grande question quand même, c'est efficace ou pas? Et donc, là, il y a effectivement l'efficacité qu'on va regarder sous l'angle à la fois de retour d'instrumentation. Et là, un grand merci à GRDF qui a mené des campagnes d'instrumentation qui permettent de montrer les limites et puis les forces du rafraîchissement diabétique. Des études de cas à travers... il y a aussi des simulations qui ont été réalisées avec le logiciel Pléiade Comfy, avec la méthode d'ailleurs qui est intégrée aujourd'hui dans la RE 2020, et puis les précautions, une petite synthèse. Donc aujourd'hui, on s'est inspiré un petit peu de ce déroulé du guide pour vous présenter ce webinaire. Bon, on ne va pas revenir sur le contexte. Je pense que vous êtes tous conscients que les canicules sont de plus en plus fréquentes, elles vont être de plus en plus intenses et longues. Donc le confort estival va être un sujet à venir dans les années qui viennent, d'où la petite image que Philippe nous a montrée de personnes âgées souffrant. Et en fait, l'objectif aussi de ce guide et de ce webinaire, c'est de montrer qu'il y a des solutions alternatives qui existent
à la climatisation, qui sont finalement très peu énergivores, et que il n'est pas, faut pas affronter les deux non plus. C'est-à-dire que la diabétique peut venir en complément de la climatisation, voire la substituer selon le niveau de confort qui est attendu. Alors là, je ne vais pas vous rappeler non plus, je pense qu'autour de la table, vous connaissez bien ces définitions, qui d'ailleurs ont été amorcées par l'AICVF il y a de nombreuses années, entre climatisation, refroidissement et rafraîchissement. Cette diapo avait surtout pour objectif de vous dire que là, bien sûr, sur la diabétique, on est plutôt dans la rubrique du rafraîchissement. C'est clair qu'on ne pourra pas garantir des températures, sauf couplé à une installation thermodynamique. Donc, le principe du rafraîchissement diabétique, finalement, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'on a effectivement de l'air qui arrive, là vous avez le petit schéma à 35 degrés. On a un média adiabatique donc, qui va être humidifié. Et l'air, en traversant ce média adiabatique, va être soufflé grâce à un ventilateur à 23,5 degrés. Alors, comment c'est possible? Il suffit effectivement de se déplacer sur le diagramme de l'air humide, puisque ce passage de 35 à 23,5 degrés, en fait, est possible grâce au déplacement de l'humidité relative qui passe de 30% à 85,5%. Donc, c'est vraiment le dialet diabétique, c'est une histoire d'enthalpie, donc qui permet d'obtenir cet air plus frais. Le principe, écoute, alors Gérard, peut-être que tu veux en dire quelques mots. Oui, je peux prendre le relais si tu veux, Nathalie. Donc, juste une chose par rapport au diagramme de l'air humide. En fait, bon, là, on a donné un exemple, hein, donc, avec une efficacité de média de 85%, c'est pas toujours le cas. Il y a des grosses différences, on va dire, entre les différents produits. Et voilà, donc c'est un exemple. C'est vrai que 85, par contre, d'efficacité, c'est sa capacité, on va dire, à se rapprocher du bulbe humide de l'air. Hein, on va être à 85% de la différence entre le bulbe sec et le bulbe humide, mais c'est pas toujours le cas. Mais ça, en tout cas, ça montre que même par 35, on peut souffler un air à condition d'être efficace à une température permettant ensuite de garantir du confort. Hein. Voilà, on peut passer sur l'autre slide si tu veux. Merci Gérard pour cette remarque, parce que je pense que c'est peut-être le moment de dire qu'en fait aujourd'hui, on est sur une technologie certes ancestrale, mais qui, contrairement à tous les autres systèmes énergétiques qui sont actuellement très cadrés par des normes, par des essais, la diabétique, il y a un petit manque sur le sujet de, justement, quand on choisit des médias diabétiques entre différents industriels, de savoir quelles sont les performances réelles et prouvées surtout. Donc, comme tu le dis, effectivement, ça peut être 85, mais ça peut être beaucoup moins, donc il faut être vigilant. Oui, tout à fait, Nathalie. D'autant plus que le média, il faut qu'il soit ensuite installé dans un appareil. Donc après, il y a l'appareil en lui-même. Hein. Donc là, je sais qu'actuellement, on fait des tests au CSTB, notamment pour valider ce qu'on annonce. Donc c'est intéressant. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses à avoir en tête. Après, donc sur la partie toujours principe, hein, donc la diabétique, bon, c'est un mot... voilà, un peu bizarre, mais bon, ce qu'il faut retenir au niveau de nos technologies, c'est que ça va être un abaissement de température à énergie constante, hein, puisqu'on va en fait utiliser l'énergie sensible de l'air pour évaporer l'eau. Donc, on va se retrouver, l'eau va se retrouver à l'état gazeux en sortie d'appareil, donc avec plus d'énergie du coup latente. Hein, ça fait partie, c'est l'énergie latente de l'air aussi, la vapeur d'eau, mais moins de sensible. Mais l'énergie globale totale entre l'entrée et la sortie reste la même, d'où des coûts de fonctionnement très faibles, puisque à part le ventilateur qui permet de faire l'échange et ensuite de diffuser l'air, et la pompe de circulation qu'on voit ici qui permet d'amener l'eau au sommet des échangeurs, voilà, en termes énergétiques, on n'a bien sûr pas de compresseur, contrairement à la clim. Donc en Afrique, ils ont l'habitude de dire on fait du froid avec du chaud, et c'est vrai que c'est le problème, c'est la chaleur qui nous permet d'évaporer et donc de rafraîchir. Donc c'est assez intéressant. Et on n'est pas en eau perdue hein, sur cette slide. Ce qu'on peut souvent les réflexes qu'ont les gens, c'est dire écoutez, on va consommer énormément d'eau parce qu'on est en eau perdue. C'est pas le cas. On va recycler une partie de l'eau, en déconcentrer une partie parce qu'en fonction de la dureté de l'eau,
on va être obligé de faire des cycles de déconcentration en minéraux. Donc, il y a des choses, alors pareil, hein, chaque fabricant, c'est technique. Voilà, on essaye d'affiner pour consommer le moins possible d'eau tout en garantissant la durée de vie des échangeurs. Voilà, enfin, on n'est pas lié à la température de l'eau, puisque l'eau, quelle que soit sa température d'arrivée dans l'appareil, va se retrouver très rapidement à une température proche du bulbe humide. Voilà, par contre, on va être lié, on va y revenir sur les conditions climatiques, hein, donc les conditions température hygrométrie extérieure, puisque c'est une technologie naturelle, donc on va être lié aussi à la nature, mais dans la nature, on sait on fait toujours frais au bord de la mer ou dans une forêt qui elle aussi respire, hein, c'est de la diabatique également. Voilà, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et du coup, Gérard, on avait une question de Maxime. Est-ce que la diabatique peut être considérée comme une technologie passive? Ah, je crois que j'aurais déjà posé la question une fois. Alors, après, c'est une question de langage. Pour moi, c'est quand même actif, puisqu'il y a un réel abaissement de température. On a tendance à considérer que les passifs, c'est plus des choses voilà, qui jouent sur l'inertie notamment ou sur l'isolant. Donc là, pour moi, c'est quand même quelque chose d'actif, mais c'est quelque chose de naturel. Donc, après, l'important, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne, la technologie. Après, on peut dire ce qu'on veut. L'important, c'est de savoir ce qui se passe. Voilà, c'est quand même quelque chose d'actif. Et d'ailleurs, euh, bon, c'est la problématique aujourd'hui, c'est qu'avec les nuits qui sont de plus en plus chaudes, bon, si on fait rien, voilà, on peut pas se contenter, on va dire, d'avoir de la ventilation naturelle ou nocturne pour garantir le rafraîchissement de tous les bâtiments. D'où l'intérêt de cette technologie qui pour moi, est active, je dirais. D'accord, mais Voilà. enfin, moi, j'avais compris la question passive dans le sens à faible énergie, en fait, c'est-à-dire par Ah, rapport à d'accord. l'utilisation. Ouais, Ah, c'est- on est sur des termes, hein. Bon, aujourd'hui, dans l'ère 2020, la diabatique est considérée comme voilà, une technologie un peu enfin, mise en avant, on le verra tout à l'heure, un peu passive. Et moi, je suis d'accord avec Gérard, on reste quand même sur quelque chose d'actif. Mais bon, je dirais même le puits canadien, hein, finalement, il est actif, hein, il faut quand même un peu plus d'énergie pour contrer les pertes de charge. Donc, c'est bon, Exactement, ouais. pas forcément nécessaire de passer du temps sur cette Mm. sémantique que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui officiellement. Néanmoins, Gérard, tu as mis sur ta slide des petites infos qui sont intéressantes et qui sont des questions souvent posées sur le sujet de la diabétique. C'est effectivement la frayeur que l'air qui arrive dans le local soit vraiment surchargé en eau et que ça crée de la condensation et finalement un inconfort. Oui, tout à fait. Donc après, c'est vrai qu'à partir du moment, là, il y a une question aussi de mise en œuvre et de régulation notamment, mais à partir du moment où la diabétique se met en marche, à un moment où il y a une charge thermique à combattre, hein, donc des apports, bah, les apports ont tendance à faire baisser l'humidité relative. Donc être au soufflage et des humidités relatives élevées, par la suite, on va dire, quand l'air va être diffusé dans l'ambiance, bah, son humidité relative va ensuite chuter. Donc on va s'éloigner du point de rosée. Donc, il y a absolument aucun risque de condensation dans ces technologies-là, sauf si, bien sûr, on l'utilise sans renouvellement d'air. Ce qu'on peut dire sur cette technologie, c'est qu'on est obligé, par contre, de l'utiliser avec un système où il y a un renouvellement d'air, puisque si on met un système comme ça dans une ambiance fermée, on va arriver à saturation. Mais systématiquement, quand il y a une mise en œuvre de cette technologie, il y aura un renouvellement d'air qui sera fait par insufflation avec évacuation ou par des systèmes double flux qui garantissent un renouvellement d'air. Mais ça, on y reviendra de toute manière. Et puis, effectivement, un point important pour la suite de notre présentation, c'est que quand on est en technologie de médias adiabétiques, il n'y a pas de gouttelettes dans le flux d'air. Et ça va avoir quand même sa petite importance sur le sujet qui est souvent soulevé d'assimilation adiabatique égale danger lésionnel. Mais on revient dessus incessamment sous peu. Et là, justement, tu vas nous montrer, Gérard, les deux technologies diabétiques, à la fois brumisation et évaporation, qui effectivement ne sont pas les mêmes.
Oui, c'est vrai, c'est important parce qu'il y a un amalgame. Alors, c'est vrai que dans les deux cas, ça reste de l'adiabatique. Par contre, dans le cas brumisation, on va dire, on va passer par un stade intermédiaire, donc sous forme de micro-gouttelettes. Et l'air, donc, que les gens, sauf si bien sûr on est en indirect, mais en tout cas en direct, l'air contiendra toujours donc, des micro-gouttelettes et pourra potentiellement véhiculer des bactéries comme la légionelle. Donc, c'est pour ça que cette technologie est soumise à la 2921. Hein. Donc, il y a des contraintes, on va dire, sanitaires là-dessus. Ce qui n'est pas le cas d'une technologie donc, par évaporation, où là, on va d'abord donc humidifier un média, l'air va passer à travers, et on va passer, et l'eau, en fait, contenue dans ce média, va passer directement de l'état liquide à l'état gazeux sans passer par cette phase intermédiaire. S'il n'y a pas de micro-gouttelettes, il n'y a pas de possibilité de véhiculer de bactéries, donc il y a impossibilité totale de transmettre quoi que ce soit. Et c'est pour ça que cette technologie n'est pas soumise à la 2921. C'est pour ça aussi elle remplace petit à petit dans des tours de refroidissement ou autres systèmes la technologie plus ancienne de brumisation. Voilà. Après, les autres aspects, c'est que la brumisation, bon, il y a un côté, c'est vrai, à la base plus simple. Par contre, dans la partie maintenance, par exemple, on a des buses, on a des choses comme ça. Si on n'a pas des eaux qui sont déminéralisées, ben, il y a des phénomènes d'encrassement qui sont difficiles à gérer. Et la maintenance, bon, on sait que dans un coût, on va dire, global d'utilisation d'une technologie, la partie maintenance est quand même importante, donc il faut aussi en tenir compte. Donc l'avantage de l'évaporation, c'est qu'on peut plus facilement maîtriser, en mesurant notamment la quantité d'eau évaporée dans le bac, les systèmes la déconcentration en minéraux, et donc plus facile aussi donc ensuite à nettoyer les échanges. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une question sur le principe adiabatique. Est-ce que c'est une technologie ancestrale ou une innovation? Donc ça, c'est une bonne question. Mais en fait, oui, comme Philippe disait, l'adiabatique, finalement, rien de nouveau. C'est quelque chose… D'ailleurs, quand on parle d'îlots de chaleur urbain, d'îlots de fraîcheur, avec la contrario l'îlot de fraîcheur, le fait d'avoir des espaces de pleine terre, en fait, ça permet de faire de l'adiabatique via de l'évapotranspiration. Tout à fait. En fait, les personnes ont raison. Le commentaire qu'avait eu Philippe, donc rien de nouveau, c'est vrai que finalement, on utilise quelque chose qui a toujours existé. À partir du moment où il y a eu de l'eau sur la planète avec la bonne température pour la planète, donc et les différentes phases liquides, gazeuses et solides, bah, il y a eu forcément du rafraîchissement. C'est ce qui permet à la planète aujourd'hui de vivre et dans des conditions correctes. Par contre, là où il y a l'innovation, c'est dans son utilisation. On va dire ce qui s'est passé avec la climatisation, c'est qu'à partir du moment où on a eu la climatisation à des époques où l'énergie, on va dire, n'était pas notre priorité, ben, tout le monde s'est engouffré dedans. Donc, et bon, c'était un peu la solution de facilité de se dire, ben, on a une technologie qui va nous permettre, à la base, il faut savoir que la climatisation était utilisée quand même pour la réfrigération. Il y avait un besoin essentiel et des choses qu'on ne pouvait pas obtenir avec des solutions naturelles. Par contre, ce principe voilà, thermodynamique a ensuite été utilisé même pour le confort, alors que des technologies qui avaient déjà été utilisées, hein, la diabatique était connue par les civilisations les plus anciennes, mais ces technologies ont été occultées parce on est de la même manière qu'on est arrivé à une agriculture industrielle, à une médecine aussi qui occulte des médecines naturelles. Bah, pareil pour notre domaine d'activité où on a malheureusement oublié cette technologie-là. Alors après, l'idée, et c'est là qu'on arrive à l'innovation, c'est comment profiter de technologies qui nous permettent, via des systèmes de régulation plus précises peut-être, des systèmes, je parlais de la déconcentration en minéraux plus précis aussi, pour arriver à quelque chose qui soit utilisable, quelque chose de naturel, qui puisse être industrialisé pour ensuite mis en œuvre dans différents types de bâtiments. Donc, on verra ensuite des exemples, mais oui, c'est quelque chose, on n'a rien inventé, mais par contre, on le réutilise, on essaie en tout cas intelligemment. Et il faut le dire qu'en fait, la technologie adiabatique a commencé à être développée dans les années 70. Oui. Machine telle qu'on va le voir. Donc,
Donc, c'est pas non plus, disons qu'il y a côté ancestral et même, je dirais, historique, parce que l'être humain, quand on transpire, c'est quand même aussi ce phénomène C'est pareil. Ouais. climatique, hein. Donc, il y a innovation. Bon, ben, en fait, la technologie, ça fait 50 ans qu'elle est sur le marché. Alors, avec cette question, finalement, en France, elle est peu répandue, mais on s'aperçoit qu'il y a des pays qui l'appliquent de manière très courante, notamment en Allemagne, surtout avec en mode de CTA adiabatique avec du rafraîchissement indirect. Et a priori, même le gouvernement allemand propose des aides pour pouvoir soutenir cette technologie. D'accord. On l'a pas mal en Australie, Espagne, États-Unis, avec du rafraîchissement adiabatique direct, notamment sur des maisons individuelles, chose qui est pas du tout fréquent en France. Et alors, pour la petite histoire, c'est même en Arabie Saoudite qu'il y a la plus grande installation d'adiabatique avec des parasols adiabatiques de 6 mètres de hauteur. Donc voilà, Oui. tout le monde s'y met, et surtout, ça fonctionne même dans des pays au climat très chaud, parce qu'aux États-Unis, c'est surtout répandu en Arizona et au Texas, donc qui ont quand même des climats un peu extrêmes. Tout à fait. Et contrairement, alors c'est vrai que les gens ont l'habitude d'avoir en tête que ça fonctionne très bien pour les pays chauds et secs. Voilà, je sais que pour avoir travaillé et commencé la diabatique pour une société australienne, en Australie, l'endroit où ils en vendent le plus, c'est la région de Melbourne, où ils ont un climat qui finalement, c'est pas l'endroit le plus chaud et sec, c'est un endroit, on va dire, continental, hein, c'est un peu le climat continental qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits en Europe. Voilà, et je dirais, cette technologie peut, dans certains cas, être utilisée dans des zones un peu plus humides avec un plus grand renouvellement d'air. Mais l'important, c'est toujours pareil, c'est les calculs, c'est son application, c'est la mise en œuvre qui tient compte, on va dire, des différents paramètres pour arriver au confort souhaité, hein. Et en Europe, comme tu disais, Nathalie, l'Allemagne utilise beaucoup, notamment donc avec les CTA depuis longtemps. J'irai en Europe, en direct, en application plus traditionnelle. C'est l'Espagne qui est un petit peu le fer de lance en Europe. Voilà, le reste des autres pays ont suivi par la suite, sont en train de suivre, dont la France, mais l'Angleterre aussi, etc. Voilà. Et là, je vais te laisser présenter finalement l'offre et le marché de la diabétique dans le monde, puisque, voilà, tu vas nous montrer. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Donc l'Australie était un pays qui a beaucoup développé donc, cette technologie à travers le monde, à travers des fabricants leaders. Aux États-Unis, comme tu disais, il y a eu aussi des fabrications, mais on va dire plus basiques, hein. Mais à partir on va dire de l'Australie, des États-Unis. À partir d'Australie, ensuite la Chine, on va dire l'Asie du Sud-Est qui a été développée. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où les Chinois sont mis à cette technologie, il y a eu beaucoup de reproductions qui ont été faites de techno, hein, notamment le gros passage, hein, tu parlais tout à l'heure du début des années 70, qui ont été un peu le lancement à grande échelle de la diabatique. C'est quand en Australie, ils ont commencé à faire des produits à base de matériaux, donc il n'y avait pas de corrosion, donc à base de matière plastique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on avait des produits, il n'y avait plus ces phénomènes de corrosion, avec des durées de vie très, très importantes, c'était plus facile de le vendre pour différents types d'applications. Après, il y a eu des copies en Chine, et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de produits et des composants qui sont fabriqués là-bas, comme beaucoup de technologies, mais ensuite qui sont modifiés, qui sont reproduites, qui sont assemblées dans différents pays du monde. C'est ce qui permet aujourd'hui son développement un petit peu de partout. On en retrouve aujourd'hui de la diabétique, même dans des pays du Nord, hein. Voilà, j'ai déjà fait des installations dans les pays nordiques, donc tout est possible. Voilà. Donc, voilà. Et alors, effectivement, dans les différentes technologies, on va trouver le rafraîchissement adiabatique donc indirect, donc déjà avec le principe que c'est l'air extrait
qui va être refroidi par humidification. Donc là, en fait, l'air n'est… il n'y a pas de contact de l'air neuf avec de l'humidité. Donc ça, pour ceux qui effectivement auraient quelques doutes, j'ai vu passer une question là sur éventuellement des gouttelettes. La diabétique indirecte, il y a zéro risque, hein. Comme on est vraiment sur le sujet de l'air extrait, et c'est vraiment l'air neuf qui va se retrouver être refroidi grâce à cet échange dans l'échangeur. Alors, à quoi… D'ailleurs, Nathalie, il y avait une question aussi sur la notion d'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a des craintes quant à la diabétique qui soient plus ou moins adaptées à des milieux plus ou moins humides. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que, notamment en France, lorsqu'on va préconiser ce type d'installation, il faut faire attention aussi à cette notion d'humidité ambiante par rapport à la zone géographique où on est, par rapport à la pose de ce type de technologie ou pas? Alors, tu veux que je réponde, Nathalie, là-dessus? Vas-y, puis je te le donne. Disons que, comme je disais un petit peu ultérieurement, l'important, c'est surtout de tenir compte des conditions, hein. Donc, parce que c'est vrai qu'on ne va pas faire une mise en œuvre ou une sélection identique d'une région à l'autre. Quand on est sur des zones un peu plus humides, en France, par exemple, c'est le cas de la Côte d'Azur où on a des humidités relatives pour des températures, on va dire, de 30, 32, qui sont des humidités plus élevées que des zones plus continentales. Donc, ça veut dire que les températures de soufflage, donc le delta T sera plus faible et les températures de soufflage seront plus élevées. Donc, on va compenser pour arriver à maintenir des températures de confort par un renouvellement d'air des fois plus important. Après, il faut savoir que comme on va être sur des renouvellements d'air plus importants, l'humidité relative dans le bâtiment, on va rester sur des humidités relatives de confort, c'est-à-dire entre 50 et 60%, hein, pour des températures aussi de confort, hein, par 35. Bon, quand on fait des dimensionnements, on est souvent sur des températures mesurées de 28, ce qui correspond à peu près du 26 en ressenti, puisque faut tenir compte aussi du déplacement d'air qu'on va générer. Donc, on arrive en tenant compte de ces différents paramètres-là, à maintenir à la fois des températures et des humidités de confort, mais l'important, c'est des conditions globales de confort dans le bâtiment. On a des applications, je me fais des applications même sur l'île de la Réunion, on arrive à maintenir du confort, par contre avec des renouvellements d'air plus conséquents. Tu voulais rajouter quelque chose, Nathalie? Oui, non, mais moi je voulais dire, en fait, ça reste quand même une technologie qu'on ne va pas prescrire comme ça après ce webinaire en se disant c'est super, on le met. Il faut quand même appliquer. On a le diagramme de l'air humide déjà quand même qui doit rester notre document super précieux, parce que c'est grâce à lui qu'on va réussir à savoir si c'est adapté ou pas, et puis les gains qu'on aura derrière. Donc ce webinaire n'a pas pour objectif de vous endoctriner en vous disant que la diabétique est la seule et unique solution possible et qu'elle est miraculeuse. Et dans tous les cas, il a juste pour objectif de montrer les différentes technologies, leurs avantages, les avantages, les inconvénients. Mais effectivement, après, chaque projet aura ses propres spécificités. Alors, on verra après à travers certains. Après, ce qu'on peut dire aussi en complément de ça, c'est que d'où l'intérêt de la slide que tu présentes, Nathalie, où dans certains cas, la diabétique indirecte, notamment le cas d'un bâtiment ERP avec une concentration de personnes assez importante et donc beaucoup de latents avec la respiration des personnes, dans ce cas-là, bien sûr, on va privilégier la diabétique indirecte qui, lui, ne va pas augmenter du tout le poids d'eau via l'air introduit dans le bâtiment. Donc ça, c'est des notions importantes aussi, hein. Comme on le voit ici, hein, d'ailleurs, on passe là d'un air neuf à 30 degrés, 40% d'humidité, et l'air soufflé est à 24 degrés et 50% d'humidité. Alors, par rapport à la maintenance, par rapport aux autres solutions. À la fin, la maintenance, on va l'aborder à la fin. D'accord, ok.
Donc, je propose qu'on fasse le déroulé parce qu'il y a énormément de questions, mais peut-être voilà, un petit peu sur le rafraîchissement. Là, tu nous montrais, Gérard, justement, à quoi ça ressemble. Donc, Oui, alors, c'est vrai que quand on est en indirect, donc on va être obligé d'être accordé sur le réseau de gain, donc de reprise. Donc ça oblige à avoir des produits qui sont du coup gainables, hein, d'où le produit qu'on voit sur la gauche qui n'a pas de ventilateur parce qu'on veut pouvoir l'insérer des fois dans des systèmes de ventilation existants. Donc pourquoi rajouter un ventilateur s'il y en a déjà? Mais après, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir du coup se greffer à des installations donc avec simple flux, avec double flux, avec des solutions même plus simples de ventilateurs de gaine. Euh, Sachant que dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'on sera sur des solutions avec renouvellement d'air. Quand on est sur de la simple flux, on va être sur des solutions souvent d'insufflation, donc avec, on va mise en surpression du coup du bâtiment via l'insufflation. Ça peut être après une évacuation de l'air. J'ai vu des questions circuler un peu sur la partie extraction aussi. L'évacuation de l'air se fait ensuite par des systèmes qui sont en parallèle. Ça peut être de l'extraction mécanique, des volets de surpression, pour garantir que tout l'air qui rentre ressorte. Voilà, et après, bon, l'intérêt des doubles flux, c'est que là, on va gérer aussi bien l'introduction que l'évacuation. Voilà. Mais c'est vrai qu'alors, quelque chose que j'ai pas encore dit, on n'a pas. On n'en a pas parlé qu'on était dans les principes, hein, notamment dans les différences avec la climatisation. C'est que en climatisation, on a tendance à les réflexes, on va dire, notamment sur les systèmes split, on va dire, qui recyclent, on va dire, l'air. C'est que une clim, c'est souvent on essaie d'avaler les calories. Avec une technologie adiabatique, c'est pas que l'adiabatique en lui-même, c'est aussi le principe de renouveler l'air, ça veut dire aussi chasser les calories. On n'essaie pas d'avaler les calories, on décharge le bâtiment de ces calories via le renouvellement d'air. Donc, des solutions qui viennent s'adapter sur des solutions de renouvellement d'air existantes avec un abaissement de température, c'est quand même intéressant. Pas seulement pour l'abaissement de température de l'air qu'on insuffle, mais également pour le côté évacuation des calories. Voilà, c'est le prolongement, on va dire, des solutions un peu free cooling, renouvellement d'air. Voilà. alors, là, Gérard, on est sur la rubrique de rafraîchissement adiabatique indirect. Donc, en indirect, il faut bien être couplé à une Oui, série. pardon, excuse-moi, ouais, j'avais pas vu le. Non, c'était Parce pour que c'est éviter. vrai que dans les slides, mais après, désolé, ouais, désolé. Non, mais effectivement, on va voir après la technologie directe, et c'est pour qu'il n'y ait pas voilà, de malentendus. C'est quand on est en Oui, merci, direct, ouais. c'est Merci de forcément rectifier. CA et voilà, sur l'air extrait. Après, voilà, mais là, tu as fait un peu de teasing puisqu'on arrive sur le rafraîchissement diabatique. Merci de rattraper. Et dans le direct, là, c'est bien l'air neuf qui est refroidi par humidification et qui va être introduit directement dans l'ambiance. Alors, donc là, et effectivement, l'eau là a été évaporée, elle n'est pas dispersée, on n'est pas non plus en eau perdue. Et justement, là, on a c'est surtout ces deux modèles-là. Ça, ouais, c'est ça. Qui, Merci pour en qui faire avec l'autre. là, oui, ce qui est intéressant, c'est de voir les mises en place, comment ça s'implante en fait au niveau du bâtiment, Tout en à fait. latéral vers le bas, vers le haut. Enfin, tout est possible. Tout à fait. On essaye oui, d'arriver en fonction du type de bâtiment, à proposer la solution la mieux adaptée. Voilà, en étant la plus simple, hein. Bon, le gros point qu'il faut retenir quand on est sur ces technologies-là, du fait de devoir introduire, on va dire, de l'air venant de l'extérieur, c'est que il faut trouver une implantation à l'extérieur du bâtiment où on va pouvoir aller chercher l'air et puis ensuite introduire cet air pour voilà, rester proche, on va dire, de la zone à rafraîchir et limiter, on va dire, et ensuite les réseaux de gaines. Donc, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que, en tout cas, dans la technologie directe, c'est mieux adapté, on va dire, à des grands volumes, puisque si on était sur des petits volumes, ou alors un bâtiment fait de plusieurs petits volumes, c'est compliqué d'introduire l'air de partout. D'autant plus que quand on introduit l'air, il faut ensuite l'évacuer. Alors c'est beaucoup plus facile à faire dans des volumes plus importants que dans des petits volumes.
Mais il y a beaucoup, voilà, tu parlais au début de tout ce qui est rénovation. Il y a énormément de bâtiments aujourd'hui qui sont où il y a avec des problèmes d'inconfort d'été, où il est assez facile, on va dire, d'insuffler de l'air, euh, prenant de l'air de l'extérieur, de l'insuffler, de le renouveler plutôt que d'essayer de climatiser des très grands volumes. Donc c'est le côté simplicité qui est intéressant aussi. Et justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'avec avec cette technologie, la plupart il y a des bâtiments existants qui n'ont pas de ventilation, qui à la base étaient C'est vrai. ventilation naturelle, qu'on vient parfois d'ailleurs isoler, rénover, étanchéifier. Et puis l'avantage là, c'est qu'on le couple avec une solution de ventilation. Donc ça fait une installation deux en un. Alors, il y a une question, je ne sais pas si tu l'as vu, Nathalie, sur la filtration. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que, alors c'est marrant parce que des gens utilisent le mot laveur d'air, on va dire, pour cette technologie. Hein, c'est ce qu'on disait dans les années 70. Et c'est vrai, alors c'est une technologie à la base, le média, donc qu'on essaie de maintenir humide. Donc c'est pas un filtre. Hein, son but c'est vraiment de rafraîchir, d'humidifier. Par contre, c'est vrai qu'il fait office de filtre. On a tendance, c'est vrai, alors pas les particules les plus fines, mais c'est vrai que les particules ont tendance à se retrouver captées par l'eau qui descend hein, par gravité sur l'échangeur pour être ensuite évacuées au niveau du bac. Donc on a cet effet laveur d'air. Après, si on veut des filtrations plus garanties avec voilà, du G4, F5, même si maintenant les termes ont changé pour les différentes filtrations, c'est là que c'est intéressant après de passer sur des solutions plus sur CTA où là, on peut choisir le type de filtration. Mais voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et donc après, l'autre technologie, c'est de coupler finalement le direct et l'indirect. D'ailleurs, on verra un exemple tout à l'heure en enseignement sur le sujet quand on veut encore plus d'efficacité. Et comme tu le disais, Gérard, quand on a peut-être beaucoup d'apports internes, ça peut être une technologie, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, coupler ouais, je sais pas si deux, trois petits commentaires sur les deux. Alors là, on voit les deux technos. Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est que qu'il faut retenir, c'est que la partie, on va dire, directe, à partir du moment où on a du direct, c'est le cas ici au soufflage, va nous obliger, par exemple, à mettre des sondes de gaine combinées température hygrométrie pour, si on dépasse un certain seuil, couper le module qui est au soufflage. Ça n'empêchera pas l'autre de fonctionner, et en jouant sur les deux, on arrive à maintenir, on va dire, un niveau de confort, et on a pas mal de retours là-dessus, suffisant, avec des delta T, quand il y a plus d'apports intérieurs, plus importants. Hein. La technologie combinant les deux permet vraiment de combattre des apports plus conséquents sans problème d'inconfort voilà, lié notamment à la diabétique directe. Voilà, Nathalie, je te laisse Alors continuer. après, voilà, il y a une dernière technologie qui est un peu alors là, on n'est plus en rafraîchissement, on est en refroidissement adiabatique par roue disséquante. Donc là, il y a une solution qui est effectivement développée par Sustainer dans le sud de la France et qui permet en fait avec cette roue disséquante d'aller à des niveaux de garantie de température qui sont plus fins. Avec une technologie aussi un peu plus complexe puisqu'effectivement on doit utiliser une source d'énergie extérieure qui peut être par exemple un réseau de chaleur pour pouvoir déshumidifier l'air et augmenter la performance. Tout à fait. Donc, bon, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est simplement dire que ça permet d'obtenir en effet des températures un peu plus basses, hein, donc une puissance froid à débit équivalent plus importante. Après, comme tu disais, bon, c'est le côté, il faut de l'énergie, alors ça peut être du solaire thermique également, mais par contre, bon, ces technologies, je pense, hein, personnellement, que là, dans les pays notamment où l'air est plus humide, peut permettre justement de continuer à utiliser de la diabatique avec une réelle efficacité, ce qui n'est pas le cas en général dans les climats humides. Bon, celle-ci est une technologie quand même assez innovante, hein. Ouais. plus récente, mais c'est intéressant justement de voir que
tout est possible. Donc bon, là c'est un petit organigramme qui montre, qui est dans le guide, hein, donc on va pas le dérouler puisque vous l'aurez prochainement, mais qui montre la synthèse des systèmes qui peuvent être adaptés selon les usages, selon effectivement qu'on a besoin ou pas d'une température de consigne fixe. Bon, sans doute. Il y a le sujet du grand volume, le sujet est-ce qu'on a une CTA ou est-ce qu'elle va être remplacée, et donc qui permet d'être orienté vers l'une ou l'autre des solutions. Il y a un vrai sujet sur les réglementations et la diabétique. Je ne sais pas s'il y a des bureaux de contrôle dans notre assemblée, mais quand on a commencé à rédiger ce guide, effectivement, on a interviewé la COPREC qui avait beaucoup d'inquiétudes, qui considérait que la technologie était innovante et que, selon eux, il faudrait quasiment passer sur des procédures d'ATEX, puisque effectivement, c'est pas du courant, et avec surtout le sujet légionnel, un sujet qu'on n'a pas abordé dans le guide parce que, effectivement, on n'a pas de réponse, c'est le sujet de l'incendie, Gérard, a priori que tu rencontres fréquemment sur les CTA diabétiques, notamment en ERP, où là, il reste quelques travaux quand même à mener pour bien identifier tout ça. Bon, côté légionnel, honnêtement, voilà, pour qu'il y ait de la prolifération, il faut qu'on ait à la fois stagnation d'eau, production d'aérosols et une température d'eau au-delà des 25 degrés. Donc, la plupart des systèmes qu'on vous a présentés là, l'eau, elle n'est pas dispersée comme on l'a vu avec Gérard. On est via notamment quand on est via du média adiabatique. Donc, dans le média adiabatique, en plus, les vitesses d'air qui sont utilisées, finalement, garantissent cette absence d'aérosol. Donc, normalement, il y a très peu de risques. Mais effectivement, il faut être vigilant parce qu'on ne sait jamais. Enfin, il faut vraiment vérifier comme tout ça n'est pas tout à fait cadré, vérifier que le produit qui est utilisé est bien de type média. Puis après, comme on vous l'a montré sur la diabétique indirecte, là, il y a zéro risque. C'est vraiment sur la diabétique directe où on pourrait éventuellement se poser la question, mais la présence... voilà, les conditions sont réunies pour l'éviter. Oui, l'important, c'est vraiment d'éviter la brumisation, hein. C'est ce que retient d'ailleurs la réglementation. À partir du moment où on n'a pas sous forme liquide une micro-gouttelette, il n'y a pas de risque, même potentiel, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est que je retiens. Bon, on va peut-être pas aller sur le classement des stations, la réglementation thermique existante, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Là où nous, un sujet qui nous tenait à cœur, c'était néanmoins le sujet de l'eau. Et notamment, il n'y a aucun problème pour pouvoir utiliser en adiabatique de l'eau de pluie, des nappes. Notamment aujourd'hui, il y a des gros sujets quand même sur la rétention des eaux d'orage, où on se retrouve à devoir infiltrer, à devoir stocker les eaux. Et bien finalement, on pourrait tout à fait utiliser ces eaux de pluie comme eau pour alimenter les médias diabétiques. Parce que c'est vrai que ça fait toujours un petit peu de la peine de se dire qu'on va utiliser de l'eau potable dans les CTA diabétiques. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est possible, réglementairement. On utilise de l'eau potable pour les toilettes aussi, donc en France. Je suis d'accord, hein, mais là aussi, ça me scandalise. Mais bon, il paraît que les enfants peuvent aller boire l'eau des toilettes. Bon, d'accord. Faut pas leur dire. C'est ça. Et puis bon, là on va. Alors, si un point, après sur le confort, il n'y a pas de problème sur les nuisances sonores. De toute façon, c'est pas pire qu'une CTA, et puis ni sur les unités directes. Alors, en matière d'efficacité de la diabétique, donc là, je vous montre Oui. On va peut-être prendre un petit peu quelques Voilà. questions. Quelques petites questions.
voilà. Est-ce que du coup, par rapport à ce que vous avez présenté, notamment avec l'intégration dans le cadre d'une CTA, il y avait une question sur la perte de charge du module adiabatique. Quid de la perte de charge du module Ouais, adiabatique? bonne question. Bonne question. C'est vrai que qui dit média dit voilà, ça a l'apparence d'un filtre. On sait qu'il y a une perte de charge. D'où l'importance du dimensionnement. Donc, il faut savoir que quand on est sur des technologies où on veut garantir qu'on est très loin, on va dire, des vitesses d'entraînement de gouttelettes et de création de gouttelettes, forcément, c'est des vitesses déjà plus faibles. Donc, qui dit vitesse plus faible dit perte de charge également plus faible, et c'est le cas. Après, bon, là, je sais que les modules, on va dire, autonomes qui sont à l'extérieur des centrales nous permettent d'ailleurs plus facilement de les dimensionner, on va dire, pour limiter ces pertes de charge. C'est vrai que l'idée, on va dire, d'avoir des modules un peu autonomes à l'extérieur, c'est justement pour pouvoir limiter au maximum la perte de charge voilà, qu'on peut engendrer. Si on est à l'intérieur de la CTA et donc lié aux vitesses de passage et aux sections de passage de la CTA, bah forcément, le risque, c'est d'être sur des pertes de charge plus importantes. Mais pour donner des ratios, quand on est sur des vitesses de médias de 2,5 mètres par seconde, ce qui, pour moi, doit être considéré comme une limite, parce qu'après, voilà, on pourrait être au-dessus sans avoir entraînement de gouttelettes, mais autant se mettre des limites. On est sur des pertes de charge de 110, 120 pascal environ, pour donner des ratios. Et on essaye souvent d'être plutôt vers des pertes de charge de l'ordre de 60, 70. Voilà. Alors, il y avait une autre question concernant l'approche environnementale. Alors, est-ce que la diabatique est un gros consommateur d'eau? En 2 mots, la question de Léonard, c'était… On va justement, c'est l'intérêt des exemples, on va regarder ça. Bon, bah, Léonard, restez jusqu'au bout. Et une autre question concernant justement mes bureaux d'études, on a envie de préconiser ce type d'installation. Quels sont les fondamentaux ou les précautions qu'il faut prendre pour que justement on puisse faire en sorte qu'au niveau de la mise en œuvre, ça ne pose pas de problème, notamment par rapport à Filiance ou au bureau de contrôle. Enfin, là, on va aborder peut-être tout à l'heure parce qu'on a le sujet, il y a des précautions d'usage justement qui sont listées à la fin de notre présentation avec Gérard, et je pense que ça sera tout à fait en lien avec cette question, Philippe. OK. Parce qu'effectivement, il y a quelques précautions. Et oui, effectivement, quelqu'un a dit que c'était Filiance, mais quand on a fait l'interview, c'était encore Coprec. Donc, on connaît sous le nom de la Coprec. Mais bon, on va s'adapter à Filiance. Voilà, exactement. Et après, oui, alors par contre, il y a une question là à laquelle tu peux peut-être répondre, Gérard, c'est est-ce qu'on peut coupler du rafraîchissement diabétique direct avec de la climatisation? Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, il y a des gens comme ETT qui commencent à le faire. Voilà. Donc voilà, quelle transition, tu m'impressionnes, Nathalie. Donc, et oui, et là où c'est très intéressant, c'est que alors, la climatisation, je disais tout à l'heure que la plupart des produits basiques, on va dire, se contentent d'essayer d'avaler les calories, mais via des systèmes de rooftop 3 ou 4 volets, par exemple, on peut arriver à avoir des systèmes qui ont une fonction, on va dire, free cooling, donc avec l'utilisation de la fraîcheur extérieure. À partir du moment où on a cette fonction-là dans tout système, on va dire, de climatisation, on peut venir greffer la diabatique sur la prise d'air neuf pour prolonger l'effet free cooling, entre guillemets, même si là, du coup, on aura une évaporation d'eau, et donc limiter le fonctionnement de la partie thermodynamique. Et il y a énormément, je m'étais amusé déjà il y a quelques temps, voilà, donc ça a peut-être donné des idées d'ailleurs à des gens comme ETT, et tant mieux, à voir les économies qui pouvaient être réalisées sur ces principes-là. C'est absolument phénoménal parce que faut savoir que la diabatique jusqu'à 30 degrés, on arrive encore à souffler un air à 21,5. Donc, typiquement, s'il fait 30 degrés, normalement, la fonction free cooling ne peut plus fonctionner, puisque là, on sera en mode thermodynamique, donc avec le compresseur. Mais à partir du moment où on rafraîchit cet air neuf, ben, d'un seul coup, là, on peut diviser par 2 ou beaucoup plus le temps de fonctionnement de la partie thermodynamique d'un système
incluant du thermodynamique. Donc là, on est sur la... c'est pas, je ne sais plus qui c'est qui disait au début de la présentation, Philippe ou Nathalie, qu'on n'était pas on va dire, sur des technos opposés. On essaie aussi d'utiliser intelligemment les technologies. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant, on va dire, dans nos métiers, c'est d'essayer de comprendre les technos pour les utiliser à bon escient. Et là, oui, il y a des possibilités de cette manière-là. Alors, donc là, effectivement, on a des résultats d'instrumentation. On peut passer à l'instrumentation ou tu veux prendre une dernière question? Juste les deux dernières questions qui sont liées à la qualité d'air et la prolifération virale. Un deux mots sur quid si on utilise les diabatiques en intermittence et donc y a-t-il un risque de prolifération? Voilà, donc. Non, non, parce que, enfin, après, ça dépend des fabricants, mais normalement, tous les fabricants aujourd'hui assurent que, à partir du moment où la diabatique n'est pas utilisée, il y a une vidange du bac, plus souvent, si possible, paramétrable. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas d'eau dans le bac, hein, c'est le cas quand la diabatique ne fonctionne plus, il y a impossibilité de prolifération. Impossibilité. Donc là, on est vraiment, pour revenir au triangle de Nathalie, bon, on a vraiment tous les cas. Non seulement on n'a pas de, en tout cas, on n'est pas sous forme de mobilisation, on n'a pas d'eau à l'état liquide, micro-gouttelettes, on n'a pas d'eau stagnante, on a une température aussi plus basse que 25, puisque dans nos climats, le bulbe humide de l'air est en dessous de 25, donc, et c'est la température de l'eau du bac. Donc voilà, il y a toutes ces raisons-là, on va dire. Après, c'est une très bonne question parce que ça veut dire que voilà, on est quand même sur des technologies qui sont pas très cadrées aujourd'hui et il faut être quand même très vigilant quand on est prescripteur, justement pour s'assurer que toutes ces conditions sont bien réunies quand on va choisir le produit. Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait sur le marché des produits qui ne permettent pas justement Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, c'est arrivé, c'est quelques contre-références qu'il y a pu avoir, où certains justement n'avaient pas prévu, avaient juste rajouté sur des CTA un média diabétique, mais sans prévoir les vidanges, sans prévoir le contrôle de la dureté de l'eau. Donc, c'est parce que malheureusement, parfois, pour faire des économies de bout de chandelle, et là aujourd'hui, c'est le cas très souvent quand on se retrouve en phase travaux où il faut économiser, eh bien, on se retrouve avec certaines entreprises qui vont commander des médias tout seuls, qui viennent les plugger sur une CTA et en fait, après, ces conditions ne sont plus du tout respectées. On se retrouver effectivement avec des risques sanitaires, avec des risques de fuite et de mauvais fonctionnement. Donc, d'où l'intérêt aussi de ce guide de lister tous ces points de vigilance pour que lorsque la prescription se fera, elle soit bien faite. Alors, tu parlais d'économie de bout de chandelle, Nathalie. J'ai un exemple à donner qui va paraître aberrant à beaucoup d'entre vous, mais c'est le cas. Aujourd'hui, la plupart des sociétés qui proposent des systèmes adiabatiques, par exemple, n'ont pas en standard des systèmes qui mesurent la température de l'air extérieur. Ça peut paraître aberrant parce que forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction free cooling automatique. Ça veut dire que si à partir du moment où vous avez besoin, quelqu'un qui va appuyer sur le bouton rafraîchissement parce qu'il y a des apports internes, donc il fait chaud, bah, même si à l'extérieur, du coup, il va faire 18 degrés, la diabatique va s'enclencher, c'est-à-dire la pompe va fonctionner. Et là, une sonde qui va coûter moins de 50 € peut permettre, à condition d'avoir un système qui est prévu pour bien sûr lire, on va dire, ce signal, mais modifie complètement le système, parce que non seulement on va pouvoir faire du free cooling et donc faire des économies d'eau, mais en plus on ne va pas surcharger un air en hygrométrie, parce que l'air qui est plus frais, il est souvent plus humide également. Donc quelque chose qui coûte presque rien modifie complètement le résultat final à tout niveau. Hein. Donc ça fait partie, voilà, des choses qu'il faut avoir en tête, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est bon, Philippe, on peut passer à la suite? On y va. Super. Horaire et voilà, on y va. On a un timing.
Alors, donc effectivement, là, comme je vous disais, ce sont des instrumentations qui ont été réalisées par GRDF. Donc là, c'est sur une crèche avec une salle d'activité, un bureau, il y a une installation avec une CTA avec échangeur à plaques, un module adiabatique dans la CTA, et puis des pompes à chaleur qui sont intégrées sur la CTA avec 2 compresseurs, avec des batteries d'échange au soufflage et au rejet. Et donc, l'instrumentation a été faite sur cette CTA ainsi que sur les pompes à chaleur. Ce qui est intéressant, c'est effectivement on va voir bien sûr, l'instrumentation permet de distinguer avant et après le passage sur les batteries, et notamment fait apparaître qu'on a on a effectivement notre air neuf qui arrive dans la CTA. Donc l'air neuf qui arrive dans la CTA, finalement, c'est l'air extérieur. Et puis on a ensuite l'air qui va être soufflé avant la batterie froide, donc effectivement, qui permet de regarder l'efficacité de l'adiabatique. Et on voit ici, par exemple, un jour assez chaud, limite caniculaire, puisqu'on est presque aux 35 degrés. Et on a 6,5 degrés d'écart. Donc, ce qui montre que finalement, ça a un véritable intérêt pour diminuer les consommations de refroidissement, et notamment en cas de forte chaleur. Plus effectivement la température extérieure est élevée, plus l'écart va être intéressant. Donc, je peux dire quelque chose, Nathalie, là-dessus? Tu vois, tu me donnes des idées aussi au fur et à mesure. Donc ce qui est intéressant quand on utilise les 2 technos, c'est que en fait elles sont très différentes. Et du coup, elles se combinent très bien. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, un système thermodynamique, on sait que la HP du compresseur va être plus élevée, donc le rendement du compresseur va baisser, et donc la puissance froide va baisser. Là où l'adiabatique, lui, par contre, plus il va faire chaud, plus ça va être facile d'évaporer, et donc plus on aura de performance. Donc combiner les deux, rien que pour ça, je dirais déjà, ça a du sens. Ça a du sens. Alors là, on a une autre installation qui est une concession automobile avec des rooftops adiabatiques. Donc installés donc en toiture. Donc là, on est sur vraiment du grand volume, et on va effectivement voir. Là, vous avez justement l'exemple de la consommation d'eau. Donc c'est l'équivalent de 15 mètres cubes pour une production de froid de 9500 de 9500 kWh et une consommation électrique de 327 kWh. Donc il y a plutôt une bonne efficacité énergétique avec cette installation qui a été instrumentée. Alors là, c'était sur FETI. Alors après, vous allez trouver sur le site, en fait, sur le site de GRDF, vous avez des résultats beaucoup plus détaillés avec toute la description des cas. Et il y en a même plus. Il y a une MJC qu'on n'a pas mise dans le diaporama, mais qui fait aussi apparaître des résultats très intéressants. Donc ça, c'était sur la réalité, qui est finalement le plus intéressant. Et nous avons ensuite fait regarder ce qui se passe aussi si on simule l'adiabatique. Donc là, c'était, comme je vous disais, c'est le logiciel Pléiade-Comfy qui a été utilisé avec trois types de bâtiments, des bureaux en rafraîchissement adiabatique indirect, du gymnase en adiabatique direct, et de l'enseignement primaire avec, il y a une petite faute de frappe, c'est du direct et de l'indirect couplé, qui montre. Alors, la question en fait qu'on s'est posée quand on a mené ce guide, c'est une grande incertitude. Typiquement, l'étude GRDF, vous le verrez, elle communique sur un EER équivalent, alors qui dépasse 300, alors que, bon, effectivement, et qui compare avec le pauvre COP de la clim à 2,1.
Nous, effectivement, ce raisonnement en ER ne nous satisfait pas complètement puisqu'il ne prend pas en compte les consommations d'eau, comme ça a été évoqué dans ce webinaire. C'est pour ça qu'on vous propose en fait un indicateur gaz à effet de serre. C'est à la mode avec la RE 2020, puisqu'on ne peut pas additionner des choux et des carottes, et donc de l'électricité et de l'eau. Et donc, c'est effectivement de prendre des conventions. Après, chacun peut prendre ses conventions, mais en fait, on s'est mise sur des conventions issues de la base IGNES pour pouvoir, justement, quand on va être avec de la diabétique, pouvoir avoir un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre équivalent avec l'électricité. Là, on se met en mode été, donc avec 66 grammes de CO2 équivalent, et l'eau avec 235 grammes par mètre cube d'eau utilisée. Donc, ce qui permet effectivement de pouvoir comparer ces technologies de manière un petit peu plus raisonnable. Nathalie, ces chiffres, ils sont validés par… C'est dans la base IGNES. Donc, c'est la base IGNES. La base IGNES, c'est la base de référence pour les calculs RE 2020, qui peuvent être amenés à évoluer, mais au moins, je trouve que c'est important que chacun n'y aille pas en fait de sa propre. Oui, c'est super. Quand on sépare, c'est vrai que c'est difficilement lisible, et il y a un vrai enjeu aujourd'hui puisqu'on raisonne essentiellement en carbone. Donc ça, c'est une petite proposition qui a été faite dans le guide. Et puis, voilà, là, des simulations ont été réalisées, comme je vous le disais, donc en réfraîchissement adiabatique indirect dans les bureaux. Donc sur différentes zones climatiques avec vous pourrez constater les consommations d'eau, et puis là vous avez l'indicateur justement de contenu carbone avec notre système finalement de base, avec de la diabétique directe, et puis une augmentation des débits. Donc, alors là, c'est ça où on a été assez déçus. C'est du fait que quand on augmente, en fait, le fait d'augmenter les débits n'augmente pas la performance de l'installation et ne permet pas de compenser justement le surcoût carbone, on va dire les surconsommations carbone qui vont être liées à la CTA. Donc ça, c'était un point important. Et sur ce cas-là, voilà, pour ceux qui demandaient sur les consommations d'eau, on était à peu près 23 mètres cubes d'eau sans la surventilation et 27 mètres cubes d'eau avec la surventilation. Ici, c'est vrai que sur ce cas-là, en bureau, il y a la diabétique indirecte et pas forcément une source d'économie d'énergie, puisqu'on a 1,6% de réduction. À l'échelle du bâtiment sur les 5 usages type RT. Mais par contre, effectivement, il y a un faible coût qui peut quand même permettre d'améliorer la performance du bâtiment. Et au final, ça permet une réduction des consommations de froid de 12 à 13%. Alors après, on était sur un climat assez standard, donc effectivement, en période caniculaire, on peut avoir des gains escomptés qui vont être supérieurs. Là, on a une simulation sur un gymnase, où là, on a, avec ce rafraîchissement adiabatique direct, ça nous permet effectivement une réduction du temps où la température va être supérieure à 28 degrés de 14 à 16%. Et par contre, là aussi, l'ajout de débit, en fait, ça va augmenter les consommations de ventilation, donc ce n'est pas toujours très intéressant. Et la quantité d'eau nécessaire, là, elle est de 1,9 mètre cube pour la solution en basse. Et le dernier cas, qui est le rafraîchissement direct et indirect donc, d'une école, où là, on obtient effectivement des résultats très intéressants avec une réduction là, de 40% de température au-delà de 28 degrés. Et en climat caniculaire, effectivement, on a une réduction là qui est de 30%, qui peut aller jusqu'à 100% en fait, en fonction de la zone climatique et de l'orientation.
Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, sur les établissements scolaires, il y a un vrai enjeu et gain qui peut être quand même voilà, très, très intéressant. Puisque vous voyez là le nombre d'heures d'inconfort qui va effectivement chuter de manière drastique, que ce soit en climat standard ou en climat caniculaire, avec des consommations d'eau qui restent finalement très raisonnables, puisque là vous avez effectivement, on est à 1,76 litres d'eau par mètre carré de surface utile en zone H3 avec la solution standard, et 2,16 en période caniculaire. Donc, en conclusion, finalement, on s'aperçoit que le système adiabatique permet bien de réduire les besoins de froid. On l'a vu à travers le réel, et d'ailleurs, c'est même plus en réalité, avec les essais de GRDF, on voit des gains escomptés qui sont bien supérieurs à ceux des simulations, qui semblent être plutôt prudentes. Et en tout cas, ça permet bien d'apporter du confort sur différentes typologies de bâtiments. Et elle peut donc être tout à fait pertinente, bien sûr, comme on le disait, avec un surcoût qui est très intéressant, puisque nous, on l'applique beaucoup aujourd'hui. On le propose systématiquement dans des établissements scolaires, parce qu'il n'y a pas les moyens d'installer de la climatisation. Et l'adiabatique, à partir du moment où on bascule en double flux, c'est super simple en fait de l'ajouter. D'ajouter ce média en indirect, en direct. Après, on fait comme on le souhaite selon le niveau de confort et puis les conditions météorologiques extérieures, et avec un surcoût finalement du média qui va être très faible au regard d'une installation plus active. Donc, mais bien sûr, pour que tout se passe bien, eh bien, il y a quand même quelques précautions. D'où les questions que tu posais, Philippe, où je t'ai fait un petit peu patienter, parce qu'il y a le sujet il faut choisir la bonne technologie en fonction de l'usage. Il faut effectivement bien dimensionner. Il faut être très vigilant au niveau de l'installation et de la mise en service. Et puis, également, il y a un vrai enjeu sur l'exploitation et la maintenance. Alors déjà en conception, ce qui est fondamental, c'est de réduire les apports de chaleur. D'ailleurs, on le voit dans une des instrumentations de GRDF où l'adiabatique peinait un petit peu à permettre d'avoir un confort acceptable, mais parce qu'au départ, le bâtiment avait été mal conçu, avec des grandes baies vitrées, sans protection solaire. L'adiabatique, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que l'adiabatique, comme le disait Gérard, ne peut pas compenser une mauvaise conception bioclimatique du bâtiment. Donc, c'est vrai qu'à la base, il faut quand même réduire les besoins. Donc, alors, si on est en neuf, c'est le pourcentage de surface vitrée. Sur lequel il va falloir on va peut-être optimiser, c'est la mise en place de protection solaire. Voilà, il y a tout un environnement. C'est aussi la sensibilisation des usagers sur le fait que c'est pas de la clim, donc ils ne pourront pas avoir un confort garanti. Et c'est clair que ça, c'est pas une solution qui est adaptée quand il va falloir maintenir des consignes de température, d'humidité. Donc après, il va falloir bien dimensionner le débit d'air dont on va avoir besoin par rapport au débit d'air hygiénique. Est-ce qu'on a ou pas besoin de surventilation? On vous a montré que c'était pas forcément le bilan et GES n'était pas forcément intéressant, mais après il y a le sujet du confort. Il y a l'installation où effectivement, là aussi, il faut. D'ailleurs, même en conception, il y a le sujet, comme je le disais tout à l'heure, où il va falloir être très vigilant d'avoir sur le choix de la technologie pour être certain que
on n'a pas le triangle des légionelles qui peut apparaître. Il y a le sujet de l'évacuation des condensats avec comme tu disais, Gérard, avec le contrôle de la dureté de l'eau. Donc, il y a le sujet que tu remontais aussi avec sur le fait d'avoir des vidanges systématiques pour éviter la prolifération. Donc tout ça, c'est des conditions qui doivent être à la fois vérifiées en conception dans la rédaction des CCTP, dans le choix de l'installation qui va être mise en œuvre, et puis de vérifier que c'est bien ce qui a été réalisé par les entreprises. Donc il faut un installateur formé. Donc là, je crois que si tu veux parler qu'il existe quand même, vous avez mis en place des réseaux de fabricants, des réseaux d'installateurs qui permettent d'installer. Oui, alors c'est vrai que la partie suivi, on va dire, de l'installation au sens large est très importante. Et quand il y a une nouvelle technologie qui rentre dans un domaine, bon, les habitudes sont encore pas là, donc ça prend beaucoup de temps pour à tous les niveaux pour s'assurer que depuis la conception jusqu'à l'exécution et la mise en service, il y a tout qui est fait. Donc ça passe par beaucoup de formation, beaucoup de présence aussi. On continue à faire des mises en service nous-mêmes, et avec la présence des fois de l'installateur, de l'exploitant et du maître d'ouvrage pour s'assurer que même dans l'utilisation du système, ça sera fait dans les règles de l'art. Et à chaque fois, on va dire, il y a des réflexes qui viennent ensuite par la suite, hein, aussi bien au niveau des bureaux d'études qui travaillent avec nous. Maintenant, voilà, ils sont plus vigilants sur certaines choses. Après, bon, les installateurs commencent à savoir faire. Bon, mais c'est la clé, parce que bon, on a tendance à quand on dit tiens, avec une technologie nouvelle, si ça fonctionne pas, on remettra tout de suite en cause la technologie, alors que ça peut être uniquement son utilisation qui n'est pas bonne. Donc voilà, il y a encore tout un travail. Le travail de ce guide, d'ailleurs, c'est ça, c'est vraiment de donner les bonnes pratiques, les outils, les informations, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est vraiment, ce guide est super pour ça, je trouve. Ça va nous aider. Et puis, côté maintenance, là aussi, il y a ce sujet, mais ce qui est lié finalement au sujet de la conception, puisque Oui. à partir du moment où on a opté pour un système qui permet effectivement de mesurer la durée de l'eau, et donc ça permettra de lutter justement contre tous les encrassements potentiels au calcaire. Donc, et c'est là où il faut effectivement être vigilant. Alors, effectivement, là, on a mis, il peut y avoir des bus d'humidification si on ne choisit pas une technologie par média diabétique, ce qu'on ne vous recommande pas, bien sûr. Mais quand on est avec du média, comme on est en ruissellement, il n'y a pas de risque. Donc après, les périodicités doivent être précisées, mais ça, tu as peut-être les visites, en fait, quand on est sur une installation adiabatique, l'objectif, il est surtout de contrôler les fuites, éventuellement d'ajuster quelques réglages, et puis de changer le média, qui doit quand même être changé régulièrement. Oui, alors si les réglages sont bien faits, un média, s'il n'y a pas des conditions exceptionnelles, on va dire, de pollution, on va dire, autour du bâtiment, un média doit pouvoir tenir 5 ans. Mais ça demande un système de déconcentration en minéraux qui correspond, on fait dire, à une mesure de la quantité d'eau évaporée. Puisque plus on va évaporer, plus on va concentrer. Et donc, il y a des ratios, hein, il y a des abacs qu'on donne au moment de la conception d'ailleurs, où on sait que pour un TH, hein, donc une dureté d'eau donnée, on va devoir mettre en place un taux de renouvellement d'eau qui figure sur cet abac. Donc ça, c'est des choses à respecter.
Voilà, mais sinon, bah, au bout d'un certain temps, quand même changer bien sûr les changeurs. Après, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça la raison pour laquelle c'est plutôt 2 fois qu'une fois par an, c'est que dans certains cas, il y a aussi un hivernage. Donc il y a une visite, on va dire, de printemps, ça c'est l'essentiel, et c'est celle où on fait les nettoyages, etc., les différents réglages. Mais il peut aussi y avoir une deuxième visite qui, elle, correspond plus à un hivernage, parce qu'on a besoin d'eau, et l'eau, si on est en toiture, si on est à l'extérieur, bah, il faut pouvoir purger l'eau, l'amener d'eau, on va dire, à l'appareil. Voilà, c'est des choses à avoir en tête, on va dire, hein, qui pourraient engendrer, si c'est pas bien fait, des phénomènes de casse, on va dire, et de fuite, hein, comme tu disais, après, via le gel. Voilà. D'ailleurs, dans le guide, on a vraiment détaillé, je reviens sur le mode de conception, mais toute la méthodologie de comment on utilise le diagramme de l'air humide justement pour bien dimensionner l'installation. Et peut-être, Gérard, aussi quelques mots sur sur le sujet de l'utilisation en phase, puisque toi, tu as beaucoup d'installations aujourd'hui qui sont en fonctionnement. Donc, est-ce que justement, avec les retours d'expérience, est-ce que tu as des conseils particuliers? Oui, alors si on fait une grosse distinction, on va dire, entre les systèmes par insufflation, un peu plus traditionnels, on va dire, historiques, hein, les plus grands volumes, et puis les systèmes où on est en indirect. Alors, commençant par l'insufflation, les erreurs qui étaient faites au départ, c'est très souvent lié au manque de renouvellement d'air. On va dire au début, les premières installations qui ont été faites en adiabatique type insufflation, les gens, voilà, il n'y avait pas vraiment de connaissances thermiques, de calcul, de bilan thermique qui étaient faits pour les différents projets. Et les gens avaient tendance à se baser uniquement sur les volumes. Sachant qu'un bâtiment, il peut y avoir 2 bâtiments qui font exactement le même volume, s'il y en a un où les apports sont 2 fois plus importants, ben, il y en a, il fera 2 fois plus chaud que dans l'autre. Donc il faut vraiment, déjà, il faut bien que ça soit une technologie simple, naturelle. Les fondamentaux sont toujours là, c'est-à-dire que il doit y avoir un calcul qui doit être fait pour combattre. Il y a une certaine quantité de calories à combattre, donc il faut que le débit d'air qu'on va amener lié au delta T, qui dans le cas de cette technologie de l'insufflation, le delta T à prendre en compte, c'est la différence entre l'air extrait et l'air soufflé. C'est non pas la différence, alors qu'en clim, c'est la différence entre l'air repris et l'air soufflé. Donc ce delta T-là, multiplié par le débit, nous donne une puissance froid, une puissance froid évacuée. Et ça, c'est souvent occulté. Mais si c'est fait correctement, ça marche vraiment très très bien, d'autant plus que, n'oublions pas que dans les grands volumes, l'air chaud étant plus léger, si on évacue, hein, une des règles aussi à avoir en tête, l'évacuation qui doit être garantie, hein, parce que tout l'air qui rentre, c'est aussi une erreur qui est souvent faite, c'est de ne pas assurer qu'il y ait des ouvertures suffisamment grandes pour un bon renouvellement d'air. En plus, on va dire de la taille des ouvertures, de leur existence, de leur pilotage éventuel, c'est aussi leur position. C'est vrai que si on est en position haute dans un bâtiment où on a une certaine hauteur, 7-8 mètres, ben, on va avoir pour un même débit beaucoup plus de puissance de rafraîchissement puisqu'on va évacuer beaucoup plus de calories pour un même débit, donc une puissance fois plus importante. Donc ça, c'est les règles, si elles sont respectées, qui permettent d'avoir des très bonnes installations, et ça, y compris dans des choses qui vont vous paraître bizarres, mais bon, des choses comme même des salles de serveurs qu'on fait de plus en plus en adiabatique, avec des apports vraiment très très importants. C'est l'exemple de la salle de serveur où en général la clim est là, y compris en hiver, pour avaler les calories sur ce qu'ils appellent l'allée chaude, hein, puisqu'il y a toujours ces allées chaudes à aller prendre dans la salle de serveur. Mais en adiabatique, j'ai plusieurs installations qui marchent très très bien. Voilà, donc il y a du stockage de médicaments qui est fait, il y a beaucoup de choses. Donc on arrive vraiment, si c'est bien conçu, à maintenir le confort souhaité, et d'une manière finalement, hein, je vais aller à l'opposé un petit peu de dire rafraîchissement, refroidissement. On peut arriver à garantir quand même des températures à condition, la température et même l'hygrométrie, à condition que ce ne soit pas des températures, bien entendu, en dessous de ce que l'on peut garantir avec ces technologies naturelles. Faut savoir que par 40 degrés,
Dans les zones continentales, on arrive encore à souffler de l'air à moins de 25. Donc, si l'exemple d'une salle de serveur, on veut maintenir une température toujours inférieure à 27, hein, c'est les dernières conditions de l'HRE, avec une consigne peut-être à 25 ou 26, on est capable de le faire. On est capable de faire des choses précises avec cette technologie pour le peu que ça corresponde au climat et bien sûr aux températures qui soient réalisables avec ces technologies. Ensuite, pour la partie, on va dire, plus indirecte, on va dire les règles restent un petit peu les mêmes, au sens que tu en parlais beaucoup, Nathalie, sur le côté dimensionnement et débit d'air. Voilà, il faut vraiment que le débit d'air de la centrale soit cohérent par rapport à, toujours pareil, par rapport au bilan, etc. On a des outils, je fais une parenthèse, nous on a des outils qui permettent de faire pas mal de simulations. Voilà, n'hésitez pas à nous le demander, c'est des choses, on est sur la vulgarisation, donc des outils qu'on va donner qui permettent de simuler pour des conditions extérieures données et des débits d'air donnés, hein, sur des centrales de double flux notamment. On peut simuler pour différentes positions de modules, pour différents débits, les résultats. Et ça, voilà, à partir du moment où on respecte ces fondamentaux-là, ça fonctionne. Et c'est voilà, et Nathalie, voilà, tu as raison d'insister sur le fait que une technologie, si on ne respecte pas un certain nombre de choses, ça ne marchera pas. Et après, comme je l'ai dit, il y a toutes les sondes, les régulations qui doivent permettre de bien fonctionner. Quelque chose qu'on a vu sur les CTA, et donc notamment en indirect, on fait essentiellement de l'indirect sur les CTA, c'est l'importance de l'utilisation sur la durée. On est sur c'est-à-dire que contrairement à une clim, on a les réflexes, on va dire, traditionnels, c'est on attend qu'il fasse chaud, il fait chaud, on met en marche un système et on met la puissance qu'il faut pour combattre les apports. Là, on va être sur des choses plus douces, entre guillemets. L'adiabatique, pendant la journée, va nous permettre, sur une double flux par de l'air à 32, on va arriver à souffler de l'air si la CTA est performante, ça dépend aussi de la CTA. On va souffler de l'air environ 21-22 degrés. Donc, on a un abaissement de température, on a une puissance froid, mais qui peut être insuffisante pour combattre les apports au moment où il fait le plus chaud, parce qu'on est lié au débit et donc on a une certaine puissance froide. Par contre, si pendant la nuit, on met une consigne donc plus basse, par exemple 22 ou 23, qui va permettre au système adiabatique de continuer à fonctionner la nuit, jusqu'à qu'on atteigne une température du bâtiment et donc des murs, etc., des dalles de 22 ou 23, toutes ces frigories emmagasinées pendant la nuit, et on le fait assez facilement, parce que la nuit, il n'y a plus la charge thermique à combattre. Donc, l'adiabatique n'est plus là pour combattre les apports, mais il est là pour abaisser la température du bâtiment. Et là, on a vraiment des résultats très, très intéressants, y compris pour des bâtiments où on pensait pour que la puissance générée était insuffisante. Mais là, on va jouer sur la durée. Et donc ça, c'est des retours d'expérience que l'on a sur ça, de 2 maîtres d'ouvrage, qui sont vraiment très intéressantes, qui nous permettent ensuite d'adapter lors des mises en service, les paramétrages, et puis ce qu'on va dire, dès le départ du projet par rapport à son utilisation. Voilà. Merci beaucoup, Gérard, pour ces retours. Justement, en fait, voilà, c'était lié à ce sujet. Voilà, petit clin d'œil à ICVF, le commissionnement tenant à cœur à l'association. Vraiment, voilà, notamment pour les prescripteurs, ne pas hésiter à proposer une mission de commissionnement pour s'assurer justement que tout est bien à la fois mis en œuvre et d'accompagner sur la passation avec la maintenance et de s'assurer de la bonne performance des installations. Exactement ce que tu disais, Gérard, sur est-ce qu'effectivement la bonne façon, c'est on augmente les débits d'air, on ne fait pas de réduit la nuit quand on a donc c'est finalement les analyses fonctionnelles qu'il va falloir rédiger pour avoir une installation performante. Donc,
Les avantages, c'est que, vous l'avez vu, c'est une technologie qui est efficace, qui est assez simple, qui a un coût réduit, qui n'a pas de fuite frigorigène, qui est peu consommatrice d'énergie. Bon, maintenant, effectivement, il y a quand même quelques petits inconvénients ça peut augmenter l'hygrométrie en direct, on en a parlé tout à l'heure, donc il faut effectivement être vigilant, utiliser le diagramme de l'air humide pour regarder si ça fonctionne ou pas selon le climat et puis les conditions extérieures, intérieures. La technologie, c'est une machinerie qui est un petit peu plus, qui est quand même plus volumineuse. Donc même en CTA diabatique indirect, il va falloir rajouter cette partie média. Donc c'est pas non plus dramatique. Il faut l'intégrer ici. Un petit truc qui est pas mis, c'est qu'il faut l'intégrer architecturalement pour la partie d'adiabatique directe. Et pour la petite histoire, c'est très drôle parce que aux États-Unis et en Australie, il me semble que ces tourelles, elles sont mises pluguées dans les maisons. Alors c'est clair, nos ABF risquent de ne pas être tout à fait d'accord. C'est pour ça que la technologie se diffuse pas autant que dans ces pays-là. Mais après, sur des bâtiments de grand volume, en général, on arrive toujours à trouver un petit endroit. Après, une petite parenthèse, Nathalie, c'est vrai que c'est marrant, car la première fois qu'on est dans ces pays, on voit des sortes des cubes de presque 1 m3 en toiture. Après, la technologie, on va dire, module, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut très bien envisager, même dans des combles ou des choses comme ça, de mettre des systèmes qui sont parfois pas si volumineux que ça pour faire disparaître, on va dire, le côté esthétique du système. Le système se retrouve donc à l'intérieur et va chercher l'air à l'extérieur via une grille et permettre, on va dire, de rafraîchir le bâtiment de cette manière-là. D'où l'intérêt, on va dire, de tous ces systèmes un peu combinant modules adiabatiques avec d'autres solutions qui peuvent, elles être à l'intérieur, comme des CTA, par exemple. Voilà. Et puis, ça, on l'a vu, l'autre inconvénient, c'est la consommation d'eau, donc d'où l'intérêt de se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser justement des eaux pluviales ou autres pour limiter cette consommation. Donc, en rénovation des bâtiments tertiaires, c'est plutôt adapté, surtout s'il est souhaité de conserver les émetteurs de chaleur de type radiateur. Si on a une installation d'une ventilation double flux qui est prévue, ça permet de faire du rafraîchissement adiabatique direct ou indirect sur CTA, ou bien la mise en place de systèmes de ventilation grand volume. C'est une belle opportunité couplée, comme on a pu le voir. En neuf, il faut savoir que c'est une solution qui va être hyper bien valorisée dans la future RE 2020, puisque vous voyez ici en bleu le rafraîchissement adiabatique avec la solution de base. Donc là, on est sur un immeuble de bureaux. La solution de base où là, quand on est on a des degrés d'inconfort de 651 heures et on passe à 226 avec le rafraîchissement adiabatique, ce qui permet de passer largement sous le seuil des 350 degrés heure, qui est la limite basse, en fait, où on considère que le bâtiment peut être confortable sans climatisation. Mais petit inconvénient aujourd'hui, néanmoins, pour conclure, et appel d'ailleurs à tous les industriels qui seraient autour de la caméra, c'est qu'aujourd'hui, il nous manque des PEP pour les modules adiabatiques. Donc, on a effectivement, et puis il faudra bien qu'on puisse l'intégrer, mais je sais que Gérard, toi, c'est un sujet aussi que tu essayes de lancer. Bon, les personnes qui font des ACV sont carrément débordées en ce moment. Donc, ouais, j'imagine. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que ça sera quand même utile de les avoir dans les années à venir, étant donné les opportunités que propose la future RE. Et puis, petit défaut quand même, c'est que la RE 2020 ne prend pas en compte les consommations d'eau. Alors, ça, il faut le dire, dans le bilan carbone, aujourd'hui, ce n'est pas intégré. Ce sera peut-être des sujets pour des futures mises à jour. Donc, aujourd'hui, c'est un joli cadeau. Merci en tout cas à tous les deux. Alors, ce que je vous propose, c'est, on a un peu dépassé de 10 minutes notre webinaire, mais qu'on prenne quelques questions tout de même pour éviter les frustrations.
Alors, il y avait une question par rapport à la maintenance. Est-ce qu'il y avait, Bernard nous demandait, par rapport à la maintenance, est-ce qu'il y avait des précautions particulières justement à aux risques sanitaires et donc du coup prendre des précautions particulières sur ce sujet-là? Au niveau de la maintenance, on l'a déjà abordé en disant que à partir du moment où il y avait un système de vidange automatique, qui peut être paramétrable d'ailleurs, hein, donc pour éviter toute eau stagnante, bah, voilà, tout est automatique, on va dire. On va dire, ce qu'il y a quelque chose à vérifier, c'est que justement ce système existe, hein, c'est un peu ce que disait Nathalie, c'est déjà dans la conception des systèmes qu'on ait déjà ces systèmes-là dès le départ. À partir du moment, et ils devraient l'être, et ils le sont, bah, l'entretien, comme je le disais, ça devient plus des vérifications, un nettoyage, quelques ajustements de paramètres éventuellement. Mais c'est quelque chose de très simple, on va dire, à faire. On forme des gens là-dessus, on essaie d'avoir des équipes pour le faire. Mais par rapport à la manipulation justement du média, au moment de la maintenance, est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Non. Particulières Non, non, à part que c'est des choses qui sont un petit peu fragiles, donc il faut faire attention, mais c'est léger. Donc, mais non, c'est comme si vous, voilà, vous ouvrez une ruche et vous retirez enfin, je vous le conseille pas, mais Tu choisis un exemple un peu dangereux quand même. oui, c'est vrai, ouais, habillez-vous avant, en conséquence. Ensuite, il y avait une question sur la pertinence technico-économique en fait, de la solution par rapport à une solution de climatisation. Est-ce que quelque part, il y a des études financières d'approche globale que vous auriez fait, que vous auriez pu mettre ou faire connaître aux gens du webinar entre un système de climatisation et un système adiabatique de ventilation? C'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi en fait dans les études c'était beaucoup plus favorable à une solution, à un usage scolaire par rapport à un usage tertiaire. Je commence, Nathalie, ou tu veux dire Non, non, mais vas-y. Vas-y. Oui. Alors, la première, c'était quoi déjà? En fait, la pertinence technico-économique, alors Ah par oui, exemple, aller ouais, chercher excuse-moi. entre une solution, par exemple, aller chercher une sous-eau froide de rafraîchissement à travers un puits canadien versus un adiabatique, ou une solution climatisation Climatisation. versus Alors là, pareil, il faut faire un peu la distinction entre les systèmes, on va dire, d'insufflation, on va dire, plus de grand volume, et puis les systèmes sur CTA. En grand volume, en général, on est en face de nous, on va dire, des technologies type rooftop, hein, c'est souvent des rooftops. Donc là, les ratios en général de coûts on va dire, d'investissement, on est on divise par 3 en général les coûts, hein, pour des puissances équivalentes, hein, pour des puissances froides. Voilà. Après, les coûts d'utilisation, on est entre 6 et 8. On divise par 6 ou 8 les coûts, bien sûr, en tenant compte du coût de l'eau. Alors, le coût du mètre cube d'eau n'est pas partout pareil, c'est pour ça que ça varie un petit peu. Mais on est entre 6 et 8 fois plus économique à l'utilisation, hein. Sachant que la partie purement électrique, on divise en général par au moins 10 les coûts, hein, puisqu'on n'a plus qu'un ventilateur, on n'a plus de compresseur. Voilà. Et ça, c'est les ratios. Après, dans les parties type plus tertiaire avec CTA, ben là, comme on est une CTA, ben, il y a forcément un réseau d'Ienne, il y a pas mal de. La consommation, on va dire, du ventilateur de la CTA, des fois, peut engendrer. C'est pour ça, je pense, Nathalie, tu pourras le confirmer, que notamment pour les bureaux, ben, si on commence à augmenter le débit d'air de la CTA pour arriver à plus de puissance, du coup, il y a un coût induit sur la puissance absorbée de l'installation qui n'est pas négligeable. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est plus facile à être, on va dire, économique sur des installations en grand volume. Voilà. Mais par contre, on reste si on utilise encore les EER, on va dire, on est quand même sur des EER supérieurs à 100 dans beaucoup de cas, hein, dès qu'on est sur des températures importantes, avec de la diabatique quand même sur CTA. Mais après, ça va dépendre de est-ce qu'on utilise un ou deux modules, etc.
Tu peux dire quelque chose là-dessus, Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Et je pense que alors là, on parlait coût, mais moi, je parle aussi équivalent carbone. Et ça sera très intéressant quand vous aurez aussi des PEP disponibles de regarder justement la comparaison carbone par rapport à la climatisation qui nécessite des fluides frigorigènes, qui justement a plus aussi de matériaux finalement pour faire une comparaison à la fois économique et carbone. Du coup, par rapport à l'étude, Nathalie, en fait, la notion de valorisation qui était plus importante sur la partie scolaire que bureau, comment ça s'explique? Alors, comment ça s'explique? C'est une bonne question. Là, on était aussi sur une double technologie de rafraîchissement adiabatique direct et indirect. Peut-être aussi le fait, les caractéristiques intrinsèques des bâtiments. Le fait aussi qu'on Plus a de renouvellement d'air. le renouvellement d'air qui est très important en fait pour les écoles à la base avec le débit, le renouvellement, le débit hygiénique. C'est ça. Donc qui permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité effectivement sur le. Avec la diabatique, ouais, c'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs, pour la petite histoire, nous, dans ce que l'on réalise, on va dire, en prescription, il y a pratiquement 60% des bâtiments, c'est des groupes scolaires. Ça montre bien la pertinence, comme disait Nathalie. Et il y a besoin de plus de renouvellement d'air, donc ils sont obligés de les mettre. Donc, à partir du moment où ils y sont, venir greffer de la diabatique, on arrive à être performant, quoi. Gérard, tu avais parlé, question d'Amine, au sujet des outils de simulation pour valoriser éventuellement ce type de solution. Est-ce qu'il y a des sites qui existent pour pouvoir avoir accès à ces outils de simulation, ou qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, de la même manière. On le fait, on l'envoie, mais voilà, de gens qui le demandent, mais on ne le met pas en accès libre à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça s'adresse plutôt quand même à des bureaux d'études ou en tout cas des gens avec qui on a échangé. Donc, par contre, via la ICVF, moi, je peux l'envoyer à Nathalie. Nathalie doit déjà l'avoir, toi aussi peut-être, Philippe. Après, je vous laisse le communiquer ou donner mes coordonnées à des gens pour qu'on l'envoie. Après, ce qu'on aime bien faire, c'est quand même passer un peu de temps avec les personnes pour leur expliquer comment l'utiliser. Parce qu'on revient toujours à la même chose, c'est voilà, il y a dans sa globalité, il y a le dimensionnement, il y a l'utilisation, il y a des petits détails qui permettent ensuite de s'assurer que si on dimensionne une installation, c'est fait dans les règles de l'art. D'accord. Et puis on va prendre une dernière question. Alors, ça y est, je l'ai perdu. Voilà, de Didier. Les systèmes est-il adaptable au système de rafraîchissement par déplacement d'air dans les locaux, notamment grande hauteur et à fort apport calorifique, et quelles en sont les limites? Oui, tout à fait. Ça se fait. On le fait d'une certaine manière systématiquement, parce que même si c'est pas des systèmes de diffusion à déplacement d'air, on essaye de s'assurer que dans les grands volumes, on arrive à assurer un minimum de déplacement d'air qui vient faire baisser la température ressentie. Après, dans les très très grands volumes, c'est vrai que des solutions de déplacement d'air près des postes de travail, des choses comme ça, ou ça peut être même un aérolien, un aéroport, quelque chose comme ça, c'est très intéressant parce que on va euh, on va cibler vraiment la zone, on va apporter l'air. Alors, on sait qu'en adiabatique, on n'a pas la capacité à souffler de l'air à 15 degrés comme une clim, mais c'est un avantage du coup, parce que on va souffler l'air à une température plus proche, on va dire, de la température d'ambiance qu'on essaie de maintenir. Donc, on peut se permettre, comme cette température est raisonnable, on va dire, on peut se permettre de générer un déplacement d'air qu'on va arriver à faire avec ces systèmes de déplacement. Donc ça veut dire voilà, arriver au résultat final qui est une température peut-être 27-28 degrés, un déplacement d'air en fonction des applications, entre 0,5 peut-être 1 mètre par seconde, pour un ressenti
par 35 à l'extérieur de 26. Et ça, oui, c'est même conseillé, je dirais, de mettre en place. Il faut juste bien le dimensionner comme toute chose, quoi. Ok, ben on arrive à la fin en fait de ce webinaire. Merci bien aux différents intervenants et aux participants. Pour conclure, globalement, on s'aperçoit que la solution adiabatique, même si elle est ancestrale aujourd'hui, elle est aussi méconnue par un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs de bureaux de contrôle. Alors, il va falloir qu'on transmette donc au bureau de contrôle le guide, peut-être travailler aussi sur des préconisations techniques autour de ces solutions-là. Voilà. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée à tous. Je vous rappelle qu'il va y avoir une intervention sur la RT 2020 et sur le nouveau TPE très prochainement au mois de juin. Alors, j'ai plus la date en tête. Nathalie, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Il me semble que c'est pas la semaine prochaine ou non. Événement ICV, c'est le 17 juin. Le 17 juin. Donc voilà. Et on vous donne rendez-vous le 17 juin pour cette manifestation. Et puis nous allons réaliser également un webinaire sur la RE 2001 qui sera technique plutôt sur début juillet. Donc merci à tous et à très vite sur nos webinaires. Merci à tous les participants. Merci.